Bonjour à tous. Donc le sujet de mon talk d'aujourd'hui, c'est le titre Défier l'entropie, refaire ou remettre sous contrôle. Alors, comme souvent, quand il y a dans le titre d'un talk une question, il y aura une réponse à la fin. Alors je vais vous la donner tout de suite, la réponse, comme ça vous pourrez partir plus tôt. Évidemment, on va plutôt parler de remettre sous contrôle plutôt que de refaire ces applications quand on ne peut plus s'en sortir. Alors moi je suis Alexandre Jeanbrun, ça se voit pas sur ma tête mais ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine et je travaille pour Octo Technologies. J'ai fait plein de trucs dans ma vie, comme vous tous je pense. J'ai été analyste programmeur, c'était mon premier job, puis après on a appelé ça développeur, software engineer, tout ça. J'ai été chef de projet, j'ai été manager de manager, et puis un jour j'en ai eu marre de cliquer dans des outils de reporting. Et donc je me suis dit que j'avais peut-être autre chose à apporter à notre communauté de tech. Et donc je suis devenu coachcraft. Bon, c'est un peu ce que je continue à faire. Maintenant, je travaille avec nos clients chez Octo pour les aider à améliorer leurs équipes de développement et les aider à être plus performants et à faire des produits correctement. Alors, dans le sujet du talk, il y a entropie. Alors pour ceux dont les cours de thermodynamique sont un peu lointains, je vais être obligé de redire ce que c'est que l'entropie. L'entropie, c'est l'état du désordre d'un système. Voilà, c'est comme ça que c'est défini en thermodynamique. Et puis le second principe de la thermodynamique nous dit que toute transformation d'un système se fait avec une augmentation de l'entropie. Et de manière corollaire, dans un système isolé, l'entropie est une fonction qui ne diminue pas dans le temps. Donc si on commence à parler d'entropie logicielle, on se dit qu'on est un petit peu dans la mouise avec ça, parce que ça voudrait dire que le désordre ne fait que augmenter dans une application, dans un logiciel, dans un système d'information. Heureusement, nos systèmes d'information, nos logiciels ne sont pas des systèmes thermodynamiques, donc on peut imaginer qu'au moins, on a une petite chance de, si ce n'est réduire l'entropie, le désordre, au moins la maîtriser. Alors, j'identifie trois grandes sources d'entropie, de désordre dans un système. La première, évidemment, ce sont les êtres humains, parce que jusqu'à preuve du contraire, et pendant encore assez longtemps, ce sont les êtres humains qui fabriquent les logiciels, qui les écrivent, qui les maintiennent, et puis qui les font évoluer. Alors, dans les sources de désordre générées par les humains, il y a tout un tas de trucs qui viennent de comment sont organisées les équipes, comment sont organisées les entreprises, comment les gens sont managés. Les décisions de management, d'organisation, ont un impact direct sur les logiciels et sur le code qui est produit et le désordre à l'intérieur de ce code. La manière qu'on a de recruter, comment je travaille ma pyramide de seniorité dans mes équipes de développement, ça a un impact direct sur la qualité du code, sur le désordre produit dans cette organisation-là. Le fait d'avoir les bonnes compétences à un moment donné, on ne choisit pas toujours les gens avec qui on travaille dans les équipes. Parfois, on est bombardé dans une équipe et puis on doit bien s'adapter aux personnes qui sont autour et on pourrait estimer parfois qu'il y a des compétences qui manquent ou des compétences qui ne sont pas complètement là. Et puis un dernier truc qui est vraiment important, c'est le turnover. Voilà, les gens ils changent, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de partir d'une équipe, rentrer dans une équipe, faire un nouveau projet, etc. Ça, vous l'expérimentez probablement de très près, ça impacte assez fortement le niveau de désordre dans une application, dans une code source. Dans un code source, pardon. Le deuxième truc qui crée du désordre dans une application, dans un système d'information, c'est la technologie. Alors la technologie, elle a une fâcheuse tendance, c'est qu'elle change tout le temps. En fait, ça serait cool qu'elle change pas. Le nouveau niveau de langage, Java 30, c'est dans pas si longtemps. Le nouveau framework front à la mode. Le nouveau hype driven qui débarque, Kafka et j'en passe d'autres, il y en a plein.
Ça arrive sans arrêt. Tout ça, à chaque fois, ça crée du désordre, ça crée des transformations dans les systèmes d'information. Et si on en croit la règle du second principe de la thermodynamique, ça augmente l'entropie globalement du logiciel. Puis il y a des trucs qu'on maîtrise moins bien, la découverte d'un bug, d'une faille de sécurité. Ça aussi, il va falloir le corriger. Donc c'est une transformation, donc une source de désordre. L'obsolescence des composants technologiques que vous utilisez. Je sais pas si vous avez une base Oracle et que tout d'un coup Oracle dit vous avez plus le droit de vous servir de la 11, je sais pas quoi. Je suis pas du tout à jour sur les numéros de version d'Oracle. Il faut passer à la 25B. Ça, forcément, ça va créer du désordre parce que vous allez être obligé de remédier à un certain nombre de trucs. Puis le dernier grand truc, c'est tout le reste, l'environnement. Votre organisation, elle vit dans un environnement réglementaire. Tout d'un coup, il peut y avoir une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qu'il va falloir potentiellement implémenter, qui va avoir un impact sur ce que vous faites dans votre logiciel, et donc vous allez devoir transformer votre logiciel. Les changements d'orientation budgétaire d'une entreprise, de dire on va plutôt mettre de l'argent à droite plutôt qu'à gauche, ça aussi, on va réduire les équipes, ou on va demander aux gens de faire des trucs moins chers, etc. Ça impacte les priorités de l'entreprise au global. Et puis les standards peuvent changer, notamment avec la technologie, mais pas que. Tout d'un coup, il y a quelqu'un comme moi qui va vous dire il faut absolument faire du TDD, ou il y a quelqu'un comme moi qui va vous dire il faut absolument faire du DDD. Ça devient des standards de place, en fait. Tout le monde va devoir s'adapter. Puis on le voit, moi j'audite beaucoup de code. J'arrive à voir les différentes stratifications des changements de standards dans les codes. Le passage de la cleanarchie à l'archi orientée événement, tous ces trucs-là, ça se voit dans le code. On voit que ça a un impact sur le code. Alors c'est quoi le désordre dans une application ? Ça se traduit comment en fait le désordre dans une application ? Premier truc, ça se traduit par de la complexité en fait le désordre dans une application. Donc on distingue plusieurs types de complexité. C'est Fred Brooks dans un papier qui s'appelle No Silver Bullet, qui date de 85 de mémoire, mais j'ai la référence après, 1985. Le premier truc, c'est la complexité essentielle. C'est la complexité nécessaire pour résoudre un problème métier donné. Si vous êtes en train de réaliser un logiciel qui va faire le pilotage automatique d'un avion, il y a une complexité intrinsèque à ce problème-là, qui est qu'on ne peut pas réduire. En fait, elle est essentielle. On est obligé d'avoir cette complexité-là. Quand on fait des logiciels sur mesure, évidemment, on traite toujours de choses avec une complexité métier importante. Sinon, ça n'aurait pas de sens. On irait acheter des logiciels tout faits. Et ce truc-là serait déjà résolu. Le deuxième type de complexité, ces deux types de complexité, il y a la complexité technique qui vient de vos contraintes, typiquement des contraintes de sécurité, des contraintes de performance, des contraintes de résilience. Tout ça, ça va vous obliger à faire des choix techniques, technologiques, et à insérer dans vos logiciels des briques plus ou moins complexes pour permettre de gérer tout ça. Et puis, il y a la complexité de collaboration. Évidemment, quand vous êtes dans une organisation, vous ne faites pas de votre logiciel dans un coin sans parler à personne. Donc vous allez être obligé de collaborer soit avec d'autres équipes de développement, mais obligatoirement avec des équipes métiers pour pouvoir définir ce qu'il y a à faire dans votre logiciel. Ça se traduit assez souvent, peut-être que vous avez entendu parler de ça, de la loi de Conway, qui dit que ce que produit une organisation, c'est le reflet de ses moyens de ses modes de communication. Donc si la communication est compliquée et très silotée dans votre organisation, en fait, vous allez le voir dans votre logiciel. Vous allez avoir, si vous avez affaire à plusieurs types de métiers, par exemple, en face de votre logiciel, vous allez avoir des briques qui correspondent à ces types de métiers, de manière directe. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de leviers. En fait, c'est compliqué. On rentre dans un écosystème, on n'a pas tous les leviers pour tout changer. Puis la dernière, c'est la complexité accidentelle. Alors celle-là, c'est celle qu'on veut pas. C'est celle-là qu'on veut maîtriser. C'est ça l'entropie, en fait. Donc la complexité accidentelle, elle vient des choix qu'on fait à un moment donné dans la vie d'un logiciel, ou des non-choix parfois.
pour dire, je sais pas, on est à la bourre, on va mettre en prod à la fin de la semaine. On fait plus de revue de code, on n'écrit plus de tests, on fait tout ça pour résoudre ce truc-là. Parfois, les gens appellent ça la dette technique, mais la dette technique, c'est pas une bonne image par rapport à ça. Ce truc-là, il a tendance malheureusement à augmenter dans le temps, et on a tendance à perdre la maîtrise de la complexité accidentelle. Donc tout ça, ça fait la complexité totale d'un système. Hein. Donc c'était 1986, je me suis trompé d'une année. Donc c'est dans le, je vous conseille, hein, c'est un petit, je sais pas, ça doit faire une dizaine de pages dans un PDF. Hein, je vous conseille la lecture de ce No Silver Bullet de Fred Brooks. Alors qu'est-ce qui se passe quand on maîtrise plus du tout la complexité accidentelle? En fait, arrive un moment, et malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, ça m'a appris des trucs, mais je me suis déjà retrouvé dans des situations, dans des équipes, où on n'arrivait plus à livrer en prod, que chaque tentative de livraison en prod se traduisait par un nombre de feedbacks, d'anomalies énormes, et qui remplissait notre activité pendant un long temps, et de manière avec un effet boule de neige. Plus on essayait de mettre en prod, et plus on avait d'anomalies, et moins on arrivait à mettre en prod. Et ça peut durer longtemps. Dans le cas dont je vous parle, ça a duré plus de 2 ans, où on n'arrivait pas à mettre en prod. Mais vraiment pas. C'était pas possible. Donc arrive forcément la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc en général, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui a la bonne idée de dire on va faire une refonte, on va réécrire le logiciel, et puis on va repartir de zéro, et le vieux machin qu'on n'arrive pas à mettre en prod, on va réussir à le tuer à la fin. Et en fait, non. Ça n'arrive pas. Donc on fait ce que faisaient les moines copistes. Hein. On recopie les fonctionnalités du logiciel ancien pour en faire un nouveau. Sauf qu'on n'a pas du tout pris en compte toutes les sources d'entropie qu'on a dans son organisation. Donc on refait presque la même chose et presque de la même manière. Alors je dis presque, parce qu'il y a toujours aussi quelqu'un qui a la bonne idée de dire ouais, mais cette fonctionnalité-là, en fait, on pourrait la faire évoluer. Ouais, mais on pourrait rajouter une fonctionnalité, puisqu'on a des développeurs qui sont présents là et qui sont en train de travailler, faisons des trucs. Et puis il y a un moment où on arrive à la fin et on dit il faut mettre en prod le nouveau logiciel et puis supprimer l'ancien. Mais là, il y a toujours des gens du métier pour dire non, mais moi, votre truc, il fait pas la même chose qu'avant. J'ai besoin de valider que le truc, il fait la même chose qu'avant. Et ça n'arrive pas, en fait. Donc on invente des solutions du type parallel run, des vagues de tests de non-régression monstrueuses qui coûtent très cher. Donc on va se dire tiens, on a un centre de service à Bangalore, on va demander à Bangalore de faire les tests de non-régression. Tout ça, ça va créer des feedbacks ultra lents qui font que, et c'est ce que je vous dis là, c'est pas théorique, hein, je l'ai vécu, ce qui fait que on n'arrive jamais à se rejoindre. Donc là où on avait un problème au départ, c'est-à-dire un logiciel dont on avait du mal à faire des mises en production, ou pour lequel on avait du mal à ajouter des nouvelles features ou à les faire évoluer, on se retrouve avec 2 problèmes. L'ancien et le nouveau. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui va dire non mais le nouveau, on va juste prendre un tout petit bout des fonctionnalités, puis petit à petit, on va tuer l'ancien, etc. Et ça continue comme ça. J'ai déjà vu des organisations où ils sont en train de faire un 3e logiciel. Ils sont déjà 2, un complètement obsolète, un moyennement obsolète et un nouveau qui va être très vite obsolète. Et ça peut durer comme ça longtemps. Revenons sur les sources d'entropie, du coup les êtres humains. Alors comment on fait pour que ce dont je vous parlais à propos des êtres humains, hein, l'organisation, les compétences, le turnover, génèrent le moins possible d'entropie, ou en tout cas qu'on puisse la maîtriser. Alors je cite un vieux machin, maintenant, qui s'appelle le manifeste agile. C'est sur la deuxième page du manifeste, là où il y a les 12 principes. Est-ce que qui dans la salle savait qu'il y avait une 2e page dans le manifeste agile? Ok, pas beaucoup. Allez la lire, elle est beaucoup plus intéressante que la première.
Donc il y a 12 principes. Et un des principes du manifeste agile, c'est de dire qu'en fait, pour faire des projets qui fonctionnent bien, hein, pour livrer efficacement des logiciels qui apportent de la valeur à nos clients, à nos métiers, il faut le faire avec des gens motivés. Ok ? Il faut leur donner un environnement adéquat pour qu'ils puissent bien faire leur boulot, donc des bonnes machines, un réseau suffisamment performant, je ne sais pas moi, tout un environnement qui fonctionne bien. Et puis il faut qu'on supporte leurs besoins au fil de l'eau. Hein. Il ne suffit pas de créer une équipe, de leur donner 5 laptops et puis de dire allez-y les gars, bossez. Ça va bien marcher. Non, pas vraiment. Et puis il faut leur faire confiance. Alors faire confiance à une équipe, il y a des environnements où ça se passe bien, mais il y a des environnements où ça se passe moins bien. Et en réalité, de ce que j'observe, hein, ça fait quelque temps que j'observe des équipes de développement, il y a beaucoup plus d'environnements qui ne font pas confiance à leurs équipes que d'environnements qui font confiance à leurs équipes. Alors ça veut dire quoi, faire confiance à une équipe? Ça veut dire lui donner le pouvoir de prendre les décisions qu'elles sont en mesure de prendre. Et de ne pas être en permanence en train de leur demander de justifier pourquoi ils ont fait tel choix, ou de justifier pourquoi ils ont passé tant de temps sur une feature, sur un ticket. Voilà. Ou leur demander même d'estimer les tickets. Voilà. Quand on fait confiance à une équipe, on leur fait confiance parce que ce sont des gens compétents, parce que c'est des gens qui savent faire leur boulot, et on n'a aucune raison de venir leur expliquer comment ils doivent faire leur boulot. Alors ça, je suis désolé, l'image est pas très heureuse, mais c'est pas grave. J'habite une petite ville qui s'appelle Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et ça, c'est la foire aux bestiaux qu'il y a tous les lundis à Cholet. Voilà, c'était juste pour parler de Cholet. Le marché des compétences. Il y a un vrai sujet là-dessus, en fait. Alors, peut-être un petit peu moins dans la dernière année et demie, mais pendant, enfin, vous l'avez vécu, c'était un peu la folie hein, sur le marché du recrutement dans les 2 années qui ont suivi le Covid, mais même déjà avant. Et en fait, comment on fait pour recruter les bonnes personnes dans une équipe? Évidemment, il n'y a pas de baguette magique, mais un truc qui marche bien et qui est assez, qui est en lien avec le fait de faire confiance aux équipes avec lesquelles on travaille, c'est de demander aux équipes de recruter elles-mêmes les personnes avec qui elles ont envie de travailler. Les processus du type quelqu'un RH ou équivalent qui ferait de la sélection de personnes et puis après il y aurait un manager qui dit je prends cette personne, interne ou externe, hein, que ce soit un prestataire ou un interne, c'est le même sujet. Sans en parler à l'équipe et puis dire du jour au lendemain tenez, on vous a trouvé un nouveau développeur, travaillez avec lui, c'est moyen. Autant demander aux équipes de recruter elles-mêmes. Et puis il faut aussi être vigilant, vous le voyez quand on voit certaines annonces de recrutement où il faut avoir des développeurs Angular avec 25 ans d'expérience, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis en plus il faut qu'ils fassent du Kafka, et en plus il faut qu'ils fassent du Java, et en plus il faut qu'ils fassent ça et ça. Donc les moutons à 5 pattes, tout ça. Alors comment on rend les équipes autonomes et responsables de ce qu'elles font en fait. Donc l'autonomie, la responsabilisation et la délégation. Il ne suffit pas de le dire ou de l'afficher sur les murs. Hein. Il y a plein de boîtes qui affichent ça. Nos équipes sont autonomes. Alors, elles ne le disent pas forcément comme ça, mais en tout cas, c'est fun. Il y a un baby-foot, tout ça. Mais c'est pas ça, rendre les équipes autonomes. Le premier truc important, c'est de définir ce qu'une équipe a le droit de faire en fait dans l'organisation. Quel est le niveau de délégation qu'on lui donne? Quels sont les types de décisions qu'elles peuvent prendre toutes seules en autonomie sans en référer à personne? Et en fait, il ne suffit pas de dire je vous délègue quelque chose. Il faut dire qu'est-ce que je vous délègue, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK par rapport à ça. Et avec ça, vient la responsabilité. Si, en tant que membre d'équipe, je peux prendre une décision, évidemment, j'assume cette décision. Du coup, je deviens responsable du truc qui marche bien à la fin. C'est un des motos, je crois que ça vient du Rex de Spotify, hein, le truc You build it, you run it. Alors, ouais, ça on peut l'afficher sur les murs aussi, mais
Aussi dire, en fait, du moment que vous prenez des décisions, vous assumez vos décisions et vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que même en prod, votre décision, c'est votre décision. Donc s'il y a un truc qui va pas bien avec votre choix, vous êtes aussi responsable de ça, et donc vous êtes à minima responsable de corriger le problème, et sinon, en tout cas, de faire en sorte que ça s'améliore. Le deuxième truc pour avoir des équipes autonomes et motivées, c'est d'avoir de l'espace, / du temps, c'est la même chose, pour améliorer les pratiques et les compétences. Alors heureusement, ça s'est bien amélioré, mais il y a quand même eu un monde, où il y a toujours un petit peu un monde, où quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, on le recrute pour ses compétences du passé. On ne le recrute pas pour ses compétences du futur. Mais c'est un peu idiot, parce qu'en fait, on se coupe de tout le potentiel des personnes. Et donc, considérer que quelqu'un n'aurait pas besoin d'être formé, ou n'aurait pas besoin de temps pour apprendre des choses, surtout dans notre milieu, qui est un milieu de connaissances, en fait. Écrire du logiciel, c'est un milieu de connaissances. Il faut apprendre tout au long de sa vie, et il faut faire évoluer ses compétences. Et donc, ne pas donner l'opportunité aux personnes de faire ça, c'est obligatoirement un risque de démotiver et d'augmenter le fait que les gens n'aient pas envie de rester. Donc, il y a des organisations qui font des choix. Souvent, on utilise les exemples de Google, qui sont des mauvais exemples, parce que en fait, ce qui marche pour Google ne marche pas pour les autres. Mais c'est pas très grave. Chez Google, il y a eu un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où les développeurs, tout le monde avait 20% de son temps pour faire ce qu'il voulait dans la semaine. Donc c'est une journée par semaine, 20%, c'est pas mal. Pour travailler sur des side projects, pour apprendre des nouveaux trucs, etc. Et donc il y a quand même pas mal d'organisations aujourd'hui qui ont ça en tête. Mais il y a un trade-off, c'est que souvent ce temps-là, il n'est pas sacralisé. Ce temps-là, il est théorique. C'est-à-dire qu'on va dire à un développeur ou à un membre d'une équipe, tu as 15-20% de ton temps pour faire autre chose. Mais ce temps-là, si on ne l'écrit pas dans l'agenda, si on ne bloque pas l'agenda, en fait, il va toujours servir de buffer pour résoudre les problèmes de prod, pour résoudre les urgences, etc. Et en fait, ce truc-là, on voit que ça se délite dans le temps. Quand on suit des équipes assez longtemps, on se rend compte qu'à J1, l'équipe fait ça. Voilà, première semaine, ça se passe bien. Je sais pas, ils vont faire des katas le vendredi après-midi, ils vont faire des trucs. Et puis, 2 semaines après, il n'y a plus que la moitié de l'équipe. Puis 3 semaines après, le créneau est toujours là, mais il n'y a plus personne au créneau. Donc ça, c'est un travail de tous les instants. Et une équipe doit travailler sa résilience, et donc ça, il faut l'aider pour ça, quand on manage des équipes, des gros dispositifs, des projets. Il faut décréter que le turnover, c'est un non-événement. Ça va arriver. Quoi qu'il se passe, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont rentrer dans l'équipe. Et donc, comment on fait en sorte que ce soit un non-événement ? On se prépare, en fait. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive dans une équipe, il faut que tout soit prêt pour lui. Il faut que ça n'empêche pas les autres de travailler correctement. Il ne faut pas que ça ralentisse les autres. Donc je ne sais pas, moi. On a peut-être des scripts qui permettent de créer l'environnement avec l'IDE bien configuré, avec les bons tokens pour accéder au machin Google ou AWS. Enfin, tout ça est prêt. Et c'est click button. Et voilà, ta machine, elle est dispo. Puis l'autre truc, c'est de faire en sorte que la documentation soit lisible et compréhensible. Alors la documentation, c'est pas que des documents Markdown dans votre GitLab ou que sais-je. La documentation, c'est aussi les tests. La documentation, elle est aussi humaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour les onboarder, pour leur expliquer ce qu'il y a à faire, etc. Faire en sorte que ça se passe bien. Et l'inverse, c'est vrai aussi, quand quelqu'un part, en général, il part avec un bout de la connaissance. Ce bout de connaissance-là, il faut l'attraper. En fait, il faut avoir des moyens pour l'attraper. Donc ça se travaille. C'est un boulot en plus dans une équipe que de faire ce genre de choses. Et puis, vous le savez tous, quand, en tant que développeur, on s'ennuie dans une équipe, on a tendance à faire n'importe quoi. On a tendance à vouloir essayer le dernier machin
à la mode, et puis de pousser ça, ou de créer une branche alors qu'on est sérieux, on crée une branche, puis on essaye, et puis voilà. Puis la branche, elle va rester pendant 10 ans hein, dans le truc, parce que évidemment, ça va jamais aboutir. En tout cas, ça s'organise. C'est de dire, il faut que il est hors de question de dire à une équipe, vous allez rester pendant 5 ans sur la même technologie, à faire exactement la même chose. Vous n'avez aucune chance de motiver des gens avec ça, et surtout pas vous. Enfin, voilà, aucun de vous ne serait motivé à dire, je vais faire du Java 11 avec du Spring Boot, je ne sais même pas quel numéro, pendant 5 ans. Il faut qu'il y ait des trucs, voilà, il faut des pierres à casser. Donc ça se travaille collectivement, en tant qu'équipe, se donner des objectifs de challenge pour pouvoir continuer à vivre. C'est la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous la connaissez, qui définit les besoins fondamentaux des êtres humains. Et le tout en haut de la pyramide, hein, à chaque fois ça m'échappe, mais c'est la réalisation de soi, c'est pas le mot, mais c'est à peu près ça. Et là-dedans, il y a aussi le fait d'apprendre des nouvelles choses, il y a le fait de pouvoir expérimenter des nouvelles choses. Alors sur la technologie, comme elle change tout le temps, ce que je vous disais, en fait le mieux c'est que nos applications elles soient le plus indifférentes possible à ces changements de technologie. Petit exemple, si je mélange mon code métier avec mon code technologique, en gros je fous des accès à mon stockage en plein milieu de mes règles métiers, quand mon stockage va changer, je sais pas, je passe d'une base de données relationnelle à une base de données NoSQL, du coup, obligatoirement, mon code métier il est impacté. Et puis, du coup, je vais devoir tout revalider quand je vais vouloir livrer en prod. Je vais vouloir m'assurer que j'ai pas créé de régression. Ça crée souvent une mise au point douloureuse. Hein. Ça va obliger à avoir plein d'allers-retours parce qu'on aura introduit obligatoirement des anomalies et il va falloir les corriger avant de les mettre en prod. À l'inverse, si j'ai bien séparé mon métier et ma technologie, du coup, quand la technologie change, mon code métier n'est pas touché. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais de temps en temps, c'est bien de le rappeler, de pourquoi il faut séparer la technologie du métier. Et forcément, quand je livre, le risque de régression, il est limité. Il n'est pas complètement nul, mais il est plutôt limité. Alors, comment je fais ça ? Je vais parler de DDD sans parler de DDD. En fait, le truc, c'est de découper les choses. C'est d'avoir une bonne vision de comment les choses doivent s'organiser. Et le point d'entrée de tout ça, c'est d'avoir une compréhension partagée du problème. Ça, c'est des choses que j'ai observées. Hein, quand les équipes de développement ne comprennent pas exactement ce qu'elles ont à faire, on voit tout de suite qu'il y a du désordre. Parce que, du coup, c'est normal, hein, tout le monde fait ça. On a besoin de faire son métier et que, du coup, on va essayer de faire des traductions intellectuelles d'un truc qu'on a mal compris et du coup, ça va se voir dans le code et ça ne sera pas forcément la bonne chose à faire. Je vais citer Alberto Brandolini. Il dit, en fait, ce qu'on retrouve en prod, c'est la compréhension / l'incompréhension du développeur. C'est pas le truc qu'il y a dans la tête du PO ou de l'expert métier. Hein. C'est ce que le développeur a compris. C'est ça qu'on retrouve en prod. Et c'est ça qui rapporte de l'argent à l'entreprise à la fin. Enfin, qui devrait. Donc, il vaut mieux avoir une bonne compréhension du problème. Ensuite, il faut avoir un design continu et favoriser l'émergence. Dans l'idée, j'espère que plus personne fait ça, mais les trucs où on a fait un gros design au début, upfront, avec des archis dans un bureau, et puis qu'on fait des bouts schémas, qui ont fait des modèles C4, machin, dans tous les sens, et puis qui donnent ça aux devs et qui disent allez-y, jouez avec ça, et puis ça, c'est la vérité pour toute la vie du projet. On sait bien que ça marche pas, en fait. On sait bien que ça marche pas parce que on n'a pas toutes les informations à ce moment-là, donc on va apprendre des choses en faisant. Donc il va falloir faire évoluer ce design. Et donc il faut être prêt à ça. Donc favoriser le design continu et puis l'émergence. Dernier truc c'est pas dernier truc, mais un truc pour bien séparer le métier du reste, hein, c'est la modularité. C'est un vieux machin. Ça date
des langages procéduraux dans les années 70, la modularité. Alors maintenant, on appelle ça autrement. On appelle ça peut-être microservices, architecture hexagonale, tout ça, mais c'est le même principe. C'est de dire, on va séparer les choses, on va les découper en modules, et puis les modules, ils vont être indépendants les uns des autres le plus possible. Du coup, on va pouvoir bouger un module sans impacter tous les autres. Et puis, le dernier truc, c'est il faut refactorer son code tout le temps. Allez regarder dans vos historiques Git la fréquence de changement des fichiers. Allez regarder quel est le fichier qui a été modifié il y a le plus longtemps. Il y a plusieurs raisons à ne pas modifier un fichier de code. C'est soit la fonctionnalité évolue plus, auquel cas on peut se poser la question de l'usage de la fonctionnalité. Est-ce qu'elle est vraiment utilisée? Si elle évolue plus, il y a une probabilité non négligeable pour qu'elle soit de moins en moins utilisée, voire pas du tout utilisée. Mais c'est aussi parce que on n'a pas forcément fait l'effort de refactoring et qu'on n'a pas fait l'effort d'adapter son design, un certain nombre de fichiers anciens ne sont plus modifiés. Donc il faut faire ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, on retourne voir le métier, tout le temps, on revoit son design, tout le temps, on travaille sa modularité, et puis tout le temps, on refactor. Ça, c'est un bon moyen de bien séparer les choses, les domaines métiers, les aspects technologiques, et donc de s'assurer qu'on a moins d'occasions de transformation et donc d'introduction d'entropie. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet? C'est un grille-pain, effectivement. Ce grille-pain grille du pain. Il donne pas l'heure. Alors, il éjecte pas les tartines. On pourrait se dire, ça pourrait être sympa. Il n'est pas Bluetooth, il vous donne pas la musique, il vous met pas de la musique, etc. Il fait un truc, il le fait bien. Ce machin-là, mes parents qui sont mariés il y a une 50aine d'années, ils en ont acheté un au début de leur mariage, il fonctionne toujours. Bon, il n'est pas très beau, tout ça, mais il a une responsabilité. Et c'est facile à réparer. Hein. C'est un fil et une résistance qui est un fil aussi. Il n'y a rien dedans. Rien d'autre que griller du pain. Alors si nos applications elles ressemblaient à ça, ce serait quand même plus cool. Dire qu'on avait des responsabilités très limitées. Du coup, moins d'occasions de changement. Parce que si on a beaucoup de responsabilités, obligatoirement, on aura des occasions de changer souvent. Donc, d'introduire des problèmes et d'introduire du désordre. Sur l'environnement, je vais parler de quelques trucs rapport à l'argent. Le truc le plus important dans une application, c'est l'argent qu'elle rapporte à l'organisation. C'est pas tout le reste. Alors, l'argent que rapporte une application à une organisation, c'est un peu compliqué à déterminer parfois. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un site de vente en ligne, vous pouvez faire une corrélation directe entre le chiffre d'affaires et puis ce que rapporte votre application. Si vous êtes en train de faire un logiciel qui fait le traitement de la paye de votre entreprise, l'argent que ça rapporte à l'entreprise est plus compliqué à déterminer. On peut se dire qu'on fait des économies en faisant ça, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir moins de personnes qui vont traiter manuellement des payes, qu'on va avoir moins d'erreurs et donc moins de choses à corriger par la suite qui vont nous coûter de l'argent, etc. Ça se lit dans l'autre sens. Mais néanmoins, la notion d'argent est toujours là. Pourquoi il y a des organisations qui imaginent que leur logiciel, ils peuvent le réécrire ou en acheter un autre, alors que celui qu'ils ont déjà leur rapporte de l'argent. Il y a un truc, je suis allé m'amuser sur le bulletin officiel des finances publiques. C'est une lecture que je vous encourage à ne pas avoir du tout. En fait, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les logiciels, dans les organisations, ils sont amortis sur une période assez courte, 3 ou 5 ans. C'est un choix qui est fait souvent dans les organisations. Mais un logiciel, ça vieillit pas. Enfin, a priori, non. Ça ne tombe pas en panne définitivement. On est toujours en capacité de le faire fonctionner d'une certaine manière. Contrairement à une machine
Une machine-outil qu'on aurait dans une usine, par exemple, quand elle est cassée, et qu'on ne peut plus la réparer parce que les pièces sont plus trouvables, etc. En fait, donc l'amortissement des logiciels, en fait, la loi, elle dit qu'on peut l'amortir pendant toute la durée de vie, ou la durée d'utilisation plutôt, du logiciel. Donc, pourquoi l'amortir que sur 3 ans? En fait, ça rapporte de l'argent, enfin ça rapporte pas de l'argent, mais en tout cas l'amortissement est un moyen comptable de linéariser son investissement sur plusieurs années, et ça a un impact direct sur l'économie d'une entreprise. Aujourd'hui, pourquoi, j'ai une hypothèse, j'ai pas la réponse, mais pourquoi une organisation ferait le choix d'amortir que sur 3 ans? C'est parce que, en fait, il y a une grosse incertitude sur leur capacité à maintenir le logiciel pendant plus de 3 ans. Et pourquoi il y a cette incertitude-là? Parce que, en fait, malheureusement, 90% du temps, les logiciels se dégradent dans le temps, ont de plus en plus d'entropie, et ils deviennent de plus en plus chers à maintenir, et du coup de moins en moins rentables. Il y a eu aussi une autre raison, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est le core domain chart. On fait ça plutôt avec des modèles métiers et des domaines métiers, mais ça marche bien avec un logiciel aussi. En fait, un logiciel, au début, il est plutôt dans la partie jaune, là, dans la partie core. C'est-à-dire que si on écrit un logiciel dans une entreprise, c'est parce que c'est un différenciant business, parce que ça va nous apporter un avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents. Mais ce logiciel, il a tendance à aller vers la gauche. C'est-à-dire qu'à un moment, il va être de moins en moins différenciant parce que nos concurrents vont nous rattraper ou parce qu'ils vont faire des choses mieux que nous. Du coup, on va partir dans la partie générique. Donc le logiciel, il a moins de valeur, il continue à nous rapporter de l'argent, mais il est moins performant qu'au début. C'est une raison pour laquelle on peut se dire on va l'amortir moins longtemps parce que finalement il va se dégrader dans le temps en termes d'apport de valeur et de différenciation business. Et puis la solution ultime, quand on est complètement dans la partie gauche, dans le générique, c'est de dire je vais acheter un logiciel. En fait, si tout le monde fait ça, il y a probablement un éditeur qui a la bonne idée de vous proposer un logiciel qui fait exactement la même chose que ce que vous aviez avant. Voire de décommissionner complètement votre logiciel. Si votre logiciel n'est plus du tout différenciant, on le drop. Alors là, j'ai beaucoup parlé sur les sources de l'entropie. Une fois que, si par malheur on se retrouve dans cette situation-là, je vous rassure, ça c'est bien terminé, c'est Grosjean dans la voiture. Bon, il est un peu brûlé, mais il n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe quand votre logiciel est dans cette situation? Alors lui, Grosjean, en l'occurrence, il ne peut pas faire grand-chose. Je ne sais pas s'il est croyant, mais à part prier, il n'y a plus que les lois de la physique pour le sauver là derrière. Alors, quelques éléments de réponse. Le premier truc, c'est qu'en général, un logiciel qui s'est dégradé dans le temps, où il y a beaucoup d'entropie, il y a beaucoup d'incidents. Il y a une corrélation directe. Donc on retrouve beaucoup d'incidents en production. Le premier truc qu'on fait, avant même d'imaginer refactorer le code, c'est de corriger les problèmes. C'est de se mettre dans une situation où on retrouve de la sérénité en production, c'est-à-dire qu'on fait baisser l'incidentologie. Ça nécessite quand même un truc, c'est de catégoriser les incidents. Je ne sais pas si vous le vivez, moi je l'ai vécu. Les métiers, dès qu'il y a un problème sur leur application, ils ont tendance à dire c'est un bug. Et c'est un incident, et ça nous empêche d'utiliser, et puis ils sont mécontents, etc. etc. Donc ça nécessite d'avoir une vraie discussion et une compréhension partagée. Je reviens quelques slides avant, une compréhension partagée de ce que c'est que leur problème en fait. C'est quoi le problème? Mais déjà, regagner la confiance de vos métiers en ayant une application beaucoup plus stable, ça va vous ouvrir plein d'opportunités. Le deuxième truc qu'on fait, c'est on se crée un filet de sécurité. Les filets de sécurité dans les logiciels, ce sont des tests idéalement automatisés. Dans les applications les plus anthropiques que j'ai pu observer, assez rarement il y a des tests automatisés. Ou alors il y a des tests un peu bizarres du type j'ai des jeux de données monstrueux, je les fous au cul du truc et je regarde avant et après et puis je compare les deux, etc. Bon. On revient, si on veut reprendre le contrôle de son application, on a intérêt à se créer un filet de sécurité.
je crois que c'est Michael Fieser qui parle de harnais de test, avoir des tests qui couvrent les fonctionnalités actuelles du logiciel, son comportement. On appelle ça parfois des tests de caractérisation. Donc on essaye de recaractériser le fonctionnement de l'application tel qu'il est en production et pas tel qu'il est dans la tête des métiers. Et tel qu'il est en production, c'est la vérité en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne le logiciel. Donc c'est pas comme ça qu'il devrait fonctionner, mais c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc on fait ce travail de remise, en tout cas de création d'un filet de sécurité. Puis après, on y va. Une fois qu'on a ça, qu'on a résolu les incidents, donc on a moins de la pression du métier et on a regagné la confiance du métier. Et puis qu'on a des tests qui nous permettent de nous assurer que quand on va bouger l'application, on ne dégrade pas le fonctionnement, on ne dégrade pas le comportement. Après, on y va en mode incrémental, petit bout par petit bout. On se dit pas, je vais réécrire tout le module qui fait la compta dans mon logiciel. On va y aller petit bout par petit bout. Alors sur l'image, là, c'est un figuier étrangleur. Donc c'est un pattern qui est décrit notamment dans le bouquin de Michael Fieser, qui dit, en fait, on va pouvoir étrangler le désordre, le logiciel dysfonctionnel, d'une certaine manière, petit à petit, en l'entourant comme le fait le figuier, qui est une liane qui grimpe dans l'arbre et puis qui finit par tuer l'arbre et à prendre sa place. Et donc c'est bien ça qui est proposé là. Et puis comme on fait quand même un métier d'ingénieur et que l'empirisme on l'a tous chevillé au corps, on va mesurer des trucs. Alors ça c'est une proposition de mesure que vous connaissez tous, c'est les Dora Metrics ou les Metric Accelerate ou encore avant les Forky Metrics. Puis je pense que ça changera encore de nom, mais pas les métriques, elles sont intéressantes. Et dans notre domaine là, où on est en train de se parler d'applications existantes, difficiles à maintenir, en fait, on va se dire, je vais essayer de venir, je vais pas targeter le élite, ça n'a pas de sens. Mais je suis plutôt probablement dans les low performers, et puis si je pouvais arriver aux medium performers, ça serait pas mal. Donc ça donne des objectifs, et puis comme on mesure des choses, on peut s'adapter, et puis on peut. Alors ça c'est très bien, c'est assez facile à calculer. Je ne sais pas si vous les calculez sur vos projets, mais en tout cas c'est des choses assez faciles à calculer, ça s'automatise ou on fait même à la main pour certains trucs, c'est pas très compliqué. Mais moi je voudrais proposer d'autres choses qu'on pourrait mesurer. Alors j'ai plagié honteusement le truc des indices de réparabilité qu'on a maintenant sur les appareils électroménagers. C'est un peu la même idée. C'est de dire en fait qu'est-ce qui ferait qu'un logiciel il serait facile à, qu'est-ce qui ferait qu'un logiciel serait contrôlable à long terme, et qu'est-ce qu'on pourrait mesurer pour voir quelles sont les tendances et comment on va y arriver ou pas y arriver. Donc je reviens sur un certain nombre de choses que j'ai déjà dites. Le niveau de complexité, c'est un truc qu'on peut mesurer. Il y a plein de mesures de la complexité dans un logiciel. Après, la difficulté, c'est de distinguer la complexité, les deux complexités essentielles et puis techniques, de la complexité accidentelle. Ça peut se faire par des revues successives, collaboratives du code, et puis de se dire, ça c'est de la complexité accidentelle, ça c'est de la complexité machin. Voilà. Mais en tout cas, on peut déjà avoir une idée globale de la complexité. La quantité de responsabilité et leur découpage, c'est des choses qui peuvent se mesurer, mais c'est des choses qui s'observent assez facilement. Il suffit de regarder la structure d'un projet Java, d'un projet C#, JavaScript, et puis voir à quel point c'est bien rangé. Si c'est pas bien rangé, il y a une forte chance pour que les responsabilités soient un peu mélangées, et puis qu'elles soient pas bien séparées. Vous ouvrez n'importe quelle classe de votre projet ou n'importe quel fichier de votre projet, et puis vous regardez combien il y a de fonctions publiques ou de méthodes publiques. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de responsabilités. Si vous en avez plus d'une, c'est que vous avez au moins 2 responsabilités. La dépendance aux technologies, ça c'est un truc qu'on peut contrôler avec de la discipline, en se disant finalement il y a des parties de mon application où on va mettre le code technologique et puis des parties de mon application où on va mettre le code métier. Puis ça on va mettre des noms
Je sais pas, si on utilise des langages qui utilisent des packages type Java, on va se retrouver avec des noms qui reflètent et qui vont dire ça c'est le code métier. Je sais pas, on va mettre modèle, business, whatever, un mot qu'on connaît. Et puis on va avoir d'autres où on va trouver de l'infra, des choses comme ça. Et puis pour le contrôler, on peut mettre en place des outils type ArcUnit, par exemple. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est un machin qui permet de lancer des tests automatisés puis qui vont vérifier que une classe d'un package métier n'importe pas des classes des packages technologiques et vice versa. Ça permet déjà de se dire le truc est découpé et en tout cas ça leak pas et ça se diffuse pas dans le reste du code. Le niveau de valeur apportée, alors encore une fois, il y a la complexité de savoir quel est l'argent rapporté par une application. Si votre application elle a un impact direct sur le chiffre d'affaires, un rapport financier de l'entreprise, ça peut être intéressant pour voir quel est le niveau de valeur apportée. Mais d'autres choses peuvent être intéressantes aussi. On peut aussi mesurer l'usage des fonctionnalités dans une application. Si on instrumente nos applications correctement et qu'on fait du usage tracking, ben en fait on peut mesurer au moins le fait que l'application est utilisée. Et si elle est utilisée, probablement qu'elle apporte de la valeur. Modulo les applications de reporting dont tout le monde se fout, etc. Mais des trucs qui font des vraies choses. Et l'environnement humain, en fait, il y a des choses qu'on peut mesurer. C'est toujours un peu touchy, hein, l'humain là-dessus. Le turnover, ça se mesure. Il y a plein de gens qui savent mesurer ça. Avoir une tendance sur le turnover au global, alors peut-être qu'à l'échelle d'une équipe, une pizza team de 7 personnes, c'est peut-être pas super pertinent comme indicateur. Mais sur une échelle plus large, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais être short of time. Il y a un certain nombre de trucs qui peuvent venir des outils type Sonar, tout ça, sur la complexité cyclomatique par exemple. Sonar la calcule. Il y a des propositions qui sont faites par Adam Thornhill dans son bouquin qui s'appelle Your Code as a Crime Scene, qui sont plus intéressantes. Typiquement, il mesure des formes de complexité avec le taux d'indentation dans les fichiers de code. Plus il y a de niveau d'indentation et plus il y a de complexité, évidemment. Mais ça se mesure facilement, en fait. Et puis, faire des corrélations avec entre la taille des fichiers et leur taux de modification. En fait, plus les fichiers sont gros et plus ils sont modifiés. Donc ça permet de pointer les endroits où on aurait beaucoup d'entropie. Voilà, il y a plein de choses. Je vous encourage à aller lire ce bouquin. Après, sur la valeur apportée, il y a plein de sources. Les outils type Jira, si tant est que vos product owners, vos business soient capables d'évaluer la valeur, les reporting, ça j'en ai parlé, etc. Un autre truc qu'on peut mesurer sur la partie humaine, c'est le temps passé en amélioration continue. C'est-à-dire le temps que les personnes utilisent pour s'améliorer, pour apprendre des nouvelles choses et pour partager. Voilà. Le petit takeaway, j'ai essayé de tourner les phrases à la Yoda, ça marche pas à tous les coups. De mon point de vue, il est parfaitement possible de maîtriser l'entropie d'une application, tout en la changeant, et c'est important qu'une application change, pour pas, si vous vous rappelez du core domain chart, pour pas partir du côté générique du core domain chart, il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui apparaissent dans une application, des choses qui disparaissent aussi, c'est bien, c'est pas mal quand il y a des choses qui disparaissent. Faut éviter de refaire exactement la même chose de la même manière, c'est une phrase d'Einstein, qu'on attribue à Einstein. Qui est de dire que c'est ça la vraie folie, c'est refaire tout le temps la même chose de la même manière et espérer un résultat différent, évidemment non. Et puis la réécriture, et ça c'est le dernier truc, la prochaine fois que vous serez confronté à cette situation-là, de vous dire que la réécriture c'est pas la seule issue, que voilà c'est le côté obscur de la force, c'est la voie facile qu'on imagine facile mais qui n'est pas si facile que ça. Et je crois qu'il nous reste 5 minutes pour les questions. Et je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé qui était très intéressant. J'ai bien aimé l'idée de un logiciel en théorie est immortel. Vous nous avez proposé quelques raisons qui fait que non, il n'est pas immortel. Et il y en a une que j'ai l'impression que vous n'avez pas évoquée, c'est le fait que il y a des failles qui sont découvertes et qui font qu'on va être obligé de migrer pour pas être exposé à des failles de sécurité. Oui. Après, est-ce que, en fait, théoriquement, si on a bien séparé ces éléments, on peut se dire qu'on va pouvoir remplacer la lib qui contient une faille, etc. Alors si la faille, je ne sais pas si tu parlais de la faille dans ton propre code ou dans la faille d'une dépendance externe. Dans ton propre code, évidemment, tu as accès, donc tu peux corriger. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment des logiciels qui ont été tués par la découverte de failles, en dehors des logiciels commerciaux faits par les éditeurs, mais de logiciels internes, je ne sais pas, j'ai pas la stat là-dessus, mais j'ai quand même l'optimisme de croire qu'on est capable de corriger ces trucs-là si on a bien fait le boulot en amont et que le truc n'est pas partout dans le code, et là, effectivement, ça serait probablement la mort du logiciel. Merci pour la présentation. À un moment, vous avez abordé sur le fait de corriger les anomalies de production avant d'ajouter un filet de sécurité, etc., et de catégoriser les anomalies. Sauf que j'imagine qu'il y a des projets où en fait il y a tellement d'anomalies en prod que c'est impossible d'écouler complètement le backlog d'anomalies. Ouais. Et du coup, quand vous parlez de catégoriser, c'est sur quels critères? C'est des thématiques, c'est de la sévérité, criticité, urgence Oui, ça c'est des critères induits par la sévérité. La sévérité, c'est je perds de l'argent avec mon logiciel, ou je n'en gagne pas. C'est la même chose finalement. Petite anecdote, j'ai travaillé assez longtemps à la Société Générale dans la banque d'investissement, et j'avais accompagné des équipes qui travaillaient avec des traders sur des robots de trading. Ils sont arrivés à un stade où ils maîtrisaient absolument plus rien sur le robot de trading, les développeurs. Ils le disaient pas, évidemment. Ça se fait pas de dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. En fait, un jour, le truc est parti en cacahuète. Et la banque a perdu 11 millions d'euros en 30 secondes. C'est un truc super flagrant. Évidemment, là, tu sais que c'est ce truc-là qu'il faut corriger maintenant tout de suite. C'est souvent plus vicieux que ça. Mais il y a quand même le fait de ne pas pouvoir sortir ton report CSV de l'application. Est-ce que c'est un truc qui t'empêche de fonctionner en tant qu'entreprise? Et ça, c'est une sévérité plutôt faible dans certaines conditions. Par contre, le fait de ne pas pouvoir passer un ordre important sur ton logiciel, ça, c'est une sévérité beaucoup plus haute. Et en fait, c'est plutôt lié à l'usage qu'à une anomalie, je sais pas, un accent qui serait pas mis au bon endroit, ou tu vois. Donc ça, finalement, c'est quand je parle des incidents, c'est vraiment les incidents qui provoquent des dysfonctionnements qui font perdre de l'argent à l'organisation. Et ça, t'en as assez peu normalement, j'espère. Mais si t'en as, il faut commencer par résoudre ce problème-là, parce que tu peux pas imaginer reprendre le contrôle avec la pression du truc qui va se casser la gueule toutes les 5 minutes. Il faut restabiliser la plateforme. Et voilà. Vas-y. D'accord, merci. Écoutez, je vous souhaite il y a une dernière question. Ah pardon, ça, j'ai pas vu. Ah là-bas. Bonjour, merci pour l'exposé. Concernant l'autonomie des équipes qui assument leurs décisions, est-ce que ça peut pas avoir un effet pervers, à savoir que quand tout va bien, c'est grâce aux hautes sphères du management, quand quelque chose va mal, c'est à la cause des équipes. Comment on peut éviter ça? Alors en mode un peu troll, je pense qu'une organisation qui serait finger pointing comme ça et qui tuerait les messagers de mauvaises nouvelles aurait tendance à ne pas faire confiance à ses équipes, naturellement, et donc à pas les autonomiser. Mais effectivement, c'est un tout. Ça veut dire que c'est une mentalité, un mindset global de l'organisation, et dire j'ai une équipe qui est autonome et une autre qui n'est pas autonome dans la même organisation, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que le management est pas prêt à ça. Dans les organisations très hiérarchiques et très top-down,
c'est compliqué de faire évoluer ces mentalités-là managérialement. Là-dessus, il n'y a pas de... sauf volonté profonde de l'organisation à se transformer et à changer sa manière de penser. Il n'y a pas de solution magique là-dessus pour éviter ça. Mais, effectivement, c'est ça l'idéal. C'est qu'on ne tue pas les apporteurs de mauvaises nouvelles, au sens où on les gronderait s'il y avait eu un problème. Mais écoutez, bon appétit, et puis je suis encore dans les parages si vous avez d'autres questions.